Bien, il y a deux avis qui diffèrent. En fin de compte, le chef du Mossad qui dit qu'il faut frapper en haut la tête de la pieuvre en Iran, et l'armée qui dit non, frappons les Houthis, nous pouvons les frapper de manière à les neutraliser, à les désarçonner, à détruire leur économie, et donc pas nécessaire de déclarer une guerre avec l'Iran pour cela. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, semble opter pour la solution de Tsahal et de ne pas attaquer l'Iran pour l'instant. Je pense qu'il va attendre que le gouvernement Trump s'installe pour voir s'il peut avoir l'appui américain, car une attaque de l'Iran à Israël seul, c'est une fois de plus prendre beaucoup sur nos épaules, alors que l'Iran est un problème international. Mais on peut dire la même chose des Houthis, puisque leur menace est une menace sur le commerce maritime global. Elle touche le portefeuille de chacun. Et donc, on ne voit pas pourquoi ce seraient les Israéliens aussi, là, qui agiraient seuls. Mais il semblerait plus probable qu'il y ait une attaque massive contre les Houthis, qui sont quand même un plus petit morceau que l'Iran. Un plus petit morceau, mais qui dispose d'un arsenal militaire quand même conséquent, hein, Raphaël. Est-ce qu'on a justement peut-être une idée du nombre de missiles, de drones, d'armes dont disposent les Houthis du Yémen? Un nombre précis, non, mais nous avons affaire à une armée qui dispose d'un arsenal impressionnant donc, de missiles. Ça rappelle un petit peu le Hezbollah, de missiles puissants de tout calibre, avec des rampes de lancement qui sont capables effectivement de viser vers Israël et donc de parcourir entre 1500 et 2000 kilomètres. C'est une menace qui n'est pas une menace stratégique ou existentielle pour Israël, c'est plus un souci tactique dont il faut s'occuper et qui nécessite effectivement de neutraliser cette menace qui pour l'instant malheureusement ni les Américains avec la coalition internationale ni les Israéliens ont réussi à dissuader les Houthis de continuer leurs activités. Alors, pendant ce temps, on parle aussi bien sûr de la bande de Gaza, d'une évacuation peut-être des forces de Tsahal de la bande de Gaza, mais apparemment pas pour tout de suite, puisque selon le Yediot Aharonot, un nouvel espace protégé pour les soldats a été installé dans le nord de la bande de Gaza. On peut y trouver des douches notamment, on peut y trouver aussi un centre médical où les soldats peuvent se faire masser. Est-ce que ça signifie selon vous que Tsahal va rester encore pour un bon bout de temps dans la bande de Gaza ? Pas nécessairement, car l'armée est capable de démonter aussi vite qu'elle l'a monté n'importe quelle base de campagne. Pour l'instant, on essaie de consolider les positions, de s'assurer que les terroristes ne reprennent pas du poil de la bête, et donc on renforce les positions le long de l'axe Philadelphie, le long de Netzarnim qui coupe Gaza en deux, et au nord du côté de Djebalia. Ce qui n'empêche pas, si cela arrivait, que Tsahal puisse évacuer, se retirer de la bande de Gaza si le gouvernement accepte cette revendication du Hamas en échange de la libération des otages. Effectivement, on parle toujours de ces négociations pour tenter d'obtenir la libération des otages, avec toujours des points d'achoppement importants, le corridor de Philadelphie, on ne sait pas si Israël va pouvoir rester, et puis surtout le nombre d'otages à libérer et l'identité aussi des terroristes, des prisonniers palestiniens qui seront libérés. On parle de Marwan Barghouti, terroriste qu'on connaît tous évidemment. Israël pourrait accepter une libération de Marwan Barghouti? Vous pensez que ce serait possible? Espérons que non, avec tout le respect, car libérer Marwan Barghouti, c'est libérer un nouveau Sinoir, un Sinoir qui opérerait de la Judée-Samarie et non pas de Gaza, mais qui, dès qu'il serait sorti de prison, pourrait lever des troupes, des terroristes, même peut-être provoquer une troisième intifada. C'est un personnage extrêmement dangereux. En même temps, il est populaire auprès de la jeunesse palestinienne. Le libérer, ce serait recommencer une guerre du 7 octobre dans un autre théâtre d'opération. C'est donc un véritable dilemme, un véritable problème. D'un autre côté, il faut maintenant absolument libérer les otages, payer le prix fort, car ils sont en danger de vie, quitte à, dès que le dernier otage
met le pied sur le sol d'Israël, à ne pas respecter l'accord avec le Hamas et à rentrer dans Gaza et à ce moment-là pouvoir opérer de façon plus libre. Il n'y a pas de raison de tenir notre parole à l'égard du Hamas. C'est pour cela d'ailleurs que le Hamas se méfie et exige des garanties, car sans les otages, rien ne nous arrêterait pour frapper beaucoup plus fort encore. Alors, Raphaël, intéressant aussi de vous entendre ce matin sur ce qui se passe en Syrie après la chute de Bachar el-Assad. Le nouveau dirigeant syrien Ahmed al-Shareh, plus connu sous son nom de guerre al-Jolani, a déclaré hier que toutes les armes du pays passeraient sous le contrôle de l'État lors de la visite à Damas du chef de la diplomatie turque qui a demandé la levée des sanctions à l'encontre de la Syrie. On sait que les États-Unis ont aussi annoncé vendredi avoir abandonné l'offre de récompense d'une valeur de 10 millions de dollars pour l'arrestation de cet islamiste, Ahmed al-Shareh, et de son côté Israël qui n'est pas tout à fait sereine avec cette arrivée, qui a clairement fait savoir à Ahmed al-Shareh que tant qu'aucune force digne de confiance ne viendrait le remplacer, il prendrait des mesures pour assurer sa sécurité. Quel regard vous portez sur ces déclarations? Il faut se méfier énormément de ce nouvel acteur en Syrie. C'est un émule d'Al-Qaïda. On a vu par le passé comment le gouvernement égyptien de M. Morsi, qui avait promis de la modération, a établi la charia un mois après son arrivée au pouvoir. On a vu comment les talibans ont courtisé la communauté internationale en montrant soi-disant patte blanche et en promettant qu'ils seraient des modérés. Et on voit le résultat aujourd'hui, surtout pour le sort des femmes en Afghanistan. Et donc, il se pourrait fort que M. Giuliani joue le même jeu et courtise, en fin de compte, la communauté internationale pour obtenir de l'aide, pour obtenir une légitimité, mais qu'une fois au pouvoir, il tourne le kazakh et, comme on s'en doute, réinstaure la charia. Et donc, les Israéliens se méfient de lui. Les Israéliens lui ont fait savoir qu'il n'avait aucun intérêt à avancer ses troupes vers le sud de la Syrie, proche d'Israël. Elle serait attaquée immédiatement. Et donc, pour l'instant, les messages sous la table avec Al-Jolani sont des vérifications de conciliation possibles, mais véritablement, formellement, les messages sont très clairs sur le plan de la fermeté avec laquelle Israël se conduira si Al-Jolani pose la moindre menace. Alors, fermeté avec laquelle Israël se conduira, Israël qui parle de mesures pour assurer sa sécurité. Concrètement, ça ressemblerait à quoi ces mesures, à part évidemment rester sur le territoire syrien notamment et garder un regard sur la frontière? Comme ça a été le cas par le passé avec le Sud-Liban et même d'ailleurs avec Gaza avant qu'on l'évacue, et ce qui a assuré quand même un calme relatif pendant de nombreuses années. Et bien maintenant, il y a cette présence au sud de la Syrie, cette bande de sécurité, zone tampon entre la Syrie et Israël, qui n'est jamais que la zone tampon tenue par les casques bleus de l'ONU, de l'UNDOF, donc ce no man's land qui n'admet aucune présence militaire. Les Israéliens donc occupent cette zone tampon, puis ils s'offrent des corridors opérationnels qui les permettraient d'intervenir rapidement au centre de la Syrie et même d'entrer rapidement dans Damas, le cas échéant, si une menace se précisait. Évidemment, il s'agit de précaution, il s'agit de prise de position sur le terrain, en espérant qu'on n'ait pas à intervenir et en espérant que les choses se passent bien en Syrie, qu'il y ait des élections et qu'il y ait un nouveau régime qui ne soit pas, dirons-nous, pire que le précédent, en tous les cas pour Israël. Il va falloir attendre, car Israël ne veut pas pour l'instant intervenir ouvertement dans la politique syrienne, bien que nous soutenions évidemment nos candidats, les Druzes et les Kurdes, par rapport aux candidats des Iraniens et aux candidats des Turcs, dans cet imbroglio politique
qui se joue en ce moment. Alors, je voulais aussi, Raphaël, avant de se quitter, je voulais vous faire réagir à cette information, au-delà évidemment de la guerre menée par les ennemis d'Israël. Je voulais vous faire réagir à ces Palestiniens en Judée-Samarie, à Jenin, qui ont déclaré une confrontation avec l'autorité palestinienne, des organisations islamistes qui appellent à une manifestation contre les forces du Fatah dans toute la Judée-Samarie et aussi la bande de Gaza. Selon leurs termes, l'opération de sécurité du Fatah sert les intérêts, je cite, de l'ennemi sioniste pour lui permettre d'opérer librement dans la région. Alors à quoi s'attendre concrètement? Un embrasement entre différentes forces palestiniennes en Judée-Samarie et quel impact aussi pour Israël? Bien, ça serait très bien que le Fatah et le Hamas se tirent dessus. Ils l'ont déjà fait par le passé avec des dizaines de morts et donc pourquoi pas. Israël resterait sur la touche et compterait des points. Une chose est certaine, les factions du Fatah et du djihad islamique veulent se soulever contre le gouvernement de Ramallah, car elles voient que ce gouvernement se renforce, qu'il va être renforcé par les Américains encore plus, et qu'il pourrait même envisager de reprendre le pouvoir à Gaza. Et ça, c'est le plus grand cauchemar, évidemment, du Hamas et du djihad islamique, que le gouvernement de l'autorité palestinienne, sous le contrôle du Fatah, reprenne aussi le pouvoir sur la bande de Gaza. On voit en ce moment effectivement une opération militaire du Fatah dans Jenin, avec plusieurs quartiers de Jenin qui sont tombés aux mains du gouvernement de Ramallah, et des coups graves portés à ces factions djihadistes. C'est en fait maintenant une bagarre entre les djihadistes et la vieille école d'Arafat, de l'OLP, qui était plus politique que religieuse. Et donc il y a ici maintenant une bagarre idéologique, une bagarre tactique et surtout une haine qui a toujours existé entre ces deux camps, qui n'est pas loin de s'éteindre. Qui est loin, par exemple, de s'éteindre. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi. On en reparlera, hein, j'en suis certaine, sur Radio J, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, malgré votre petite voix ce matin sur Radio J, mais ça a été très clair en tout cas. Et on vous dit aussi Refoua Shelema. Beaucoup de chroniqueurs ce matin sont assez malades. À très bientôt, Raphaël. Merci.